Salut et bienvenue sur La Fabrique Hippique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Normalement le mercredi, mais petit retard là cette semaine, donc la vidéo sort avec un petit peu de décalage en fonction de quand tu vas la regarder. Si c'est pas déjà fait, eh bien je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures vidéos qui vont sortir. Tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, ainsi que les liens pour les stages et les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF. Je te laisse aller voir tout ça dans la description et on attaque la première question en sachant qu'il va y avoir un petit peu plus de questions pour compenser celles de la semaine dernière qui n'ont pas été traitées. Voilà, donc allez, on attaque. Question de Jean-Jacques Chiron qui me demande pourquoi plus de frelons en ville qu'à la campagne. C'est un phénomène, si je puis dire. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi puisqu'on a des ruches qui sont en bordure de forêt et sur des secteurs un peu plus campagne et sur lesquels on a moins de pression sur le frelon asiatique au niveau de ces colonies là. Moi je dirais tout simplement parce qu'il y a potentiellement moins de biodiversité et moins d'insectes du fait d'être en ville et que le frelon se jette sur les colonies en prédation tout simplement d'un point de vue facilité en fait. Ce qui fait que on remarque potentiellement qu'il y a plus de frelons en ville qu'à la campagne, alors que c'est pas forcément vrai, c'est juste que le nombre de frelons par colonie va être dilué à la campagne parce que le frelon va aller chasser à droite, à gauche différentes espèces, différents insectes. Après il y a le phénomène aussi que potentiellement à la campagne les gens font peut-être plus attention aussi aux nids de frelons asiatiques qui peuvent être autour de chez eux et donc une facilité on va dire plutôt de destruction alors qu'en ville voilà les gens la tête dans le guidon font pas forcément attention à ce qui se passe autour d'eux et donc on passe à côté de nids de frelons qui pourraient être détruits. Lulu59 avec plusieurs chiffres derrière nous demande s'il n'y a pas de frelons asiatiques qui se sont rebiffés du fait de les éclater au réducteur d'entrée. Il nous félicite de cette chasse, merci déjà. Et non, on n'a pas de cas de figure à proprement parler où on a du frelon asiatique qui s'est rebiffé quand ils sentent qu'ils commencent quand on loupe un coup, deux coups et que voilà, ils sentent qu'on essaye de leur mettre un coup de raquette ou quoi, ça commence à tourner un petit peu plus vite et à vouloir s'échapper. Mais on n'a pas de cas d'attaque à proprement parler. À savoir qu'on est en test là, je vous en parlerai à un autre moment, mais sur un prototype contre le frelon asiatique. Voilà, vous le saurez bien assez tôt lorsque les tests seront terminés. Je vous en parlerai. Mais restez vigilants concernant le frelon asiatique parce que c'est quelque chose qui est plutôt agressif et sur lequel il faut vraiment faire très attention. J'ajoute une dernière chose aussi concernant la vidéo justement du frelon asiatique. Beaucoup d'entre vous sont venus plus ou moins donner des conseils, des choses comme ça, je vous en remercie. Après, la plupart des choses qui ont été mises dessus, c'est des choses qui sont connues, vues. Voilà, j'ai pas voulu en parler spécialement puisque c'était une vidéo autre. Voilà. Comme vous le savez, on essaye de faire du contenu exclusif et pas des copier-coller de ce qui peut se faire sur d'autres chaînes YouTube ou sur d'autres contenus. Donc c'est pour ça que voilà, on n'a pas parlé de ça. C'était volontaire de notre part. Pel Chapi qui nous demande jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire des essaims avec une reine fécondée. C'est une question sur laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois sur les différentes amusettes, mais je vais y répondre encore. Tu peux en faire jusqu'à l'hivernage en fait. S'il y a des colonies que tu essayes d'égaliser plus ou moins en fonction de leur force, du nombre de cadres, de nourriture, de couvains. Si tu as des reines fécondées en stock, tu peux faire des reines fécondées jusqu'à mi-septembre à peu près. Tu peux faire des essaims à hiverner jusqu'à mi-septembre. Donc c'est pas une problématique du moment que tes reines ont été fécondées correctement en saison. Question de Sidnawa qui me demande pour l'hivernage, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait plutôt de mettre le corps de ruche, ou du moins les cadres, en position chaude, c'est-à-dire les cadres qui vont être parallèles à l'entrée de la ruche et pas perpendiculaires. C'est une très bonne question. Écoute, on l'a pas testé, mais potentiellement c'est quelque chose qui pourrait être fait. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Si toi tu le testes et que tu as un retour, à ce moment-là, n'hésite pas à nous le faire. Mais c'est vrai que potentiellement c'est quelque chose, je pense, à y réfléchir, qui pourrait être intéressant de creuser, du moins pour les prochaines saisons.
Question de Guillaume qui me demande est-ce qu'on doit laisser le nourrisseur eh bien, sur la ruche, sur la colonie, ou est-ce qu'il faut le retirer en hiver et où qu'est-ce qu'on en fait à la place? Est-ce qu'on met plutôt le couvre-cadre avec l'isolant au-dessus? Alors eh bien c'est un choix personnel. Nous on standardise en fait les colonies eh bien, pour avoir le matériel sur place toute l'année, tout le temps. Voilà. Donc après, si toi par facilité tu veux le déplacer ou que la ruche est au fond de ton jardin, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Tu peux très bien le retirer. Maintenant ça dépend si c'est des nourrisseurs en bois ou des nourrisseurs plastiques. C'est vrai que si c'est nourrisseur bois, c'est plus facile de le garder parce que tu peux le retourner et potentiellement mettre justement eh bien, le candy en dessous, alors que sur le plastique c'est plus compliqué. Question de Gabriel Vio qui eh bien, nous dit qu'il a sensibilisé les personnes de son village dans l'Oise où il y a présence de frelons asiatiques et qu'ils ont du coup réussi à détruire 2 nids de frelons, donc félicitations, c'est très bien. Et il voulait savoir le fait de laisser des herbes hautes devant les colonies, est-ce que potentiellement ça pouvait jouer sur eh bien, une gêne sur le frelon pour éviter le stationnaire? Alors oui, nous c'est ce qu'on a fait ici là jusqu'à il y a très peu de temps. Voilà, c'était pas du tout désherbé. Là on vient de le faire parce qu'on va revégétaliser tout ça. On est en train de voir pour faire de la plante mellifère, des arbustes, différentes choses, mais sinon on avait laissé tout ce qu'on peut voir là derrière, hein, justement là, toutes les hautes herbes, les ronces, tout ça vraiment autour des ruches, même certaines passaient au-dessus des ruches, voilà, ce qui vraiment limitait l'approche des frelons et facilitait l'entrée des abeilles, l'entrée et la sortie des abeilles au niveau des colonies. Donc pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des herbes hautes autour de leur colonie, je vous conseille eh bien, de les laisser. Question de Florence Pagny qui me dit qu'elle a une ruche d'Adam eh bien, complète et qu'il y a beaucoup de cadres de nourriture et que si elle enlève un cadre pour mettre la partition, forcément la colonie perd un cadre et que est-ce qu'elle aura assez de nourriture? Alors si tu laisses un cadre derrière la partition, forcément elles vont l'assécher, elles vont le transférer, elles vont le consommer, ce qui va te libérer déjà une place, et deux, ton cadre de miel que tu as, tu peux très bien le mettre dans une partition en réserve pour l'hiver et à ce moment-là, après, eh bien, leur redonner à manger, que ça soit sur la période hivernale et ou au printemps prochain, qui peut te servir pour une réchette, pour une réserve de nourriture, voilà, pour différents cas de figure. Donc ce n'est pas un cadre perdu, c'est juste qu'il faut bien le stocker et le conserver, comme j'ai déjà expliqué sur d'autres amusettes. Martine T me pose deux questions. La première, elle a les ruches qui sont à l'ombre en hiver à cause d'arbres, elle veut savoir si elle doit les déplacer. Alors personnellement, non, ne déplace pas tes colonies, voilà, si l'emplacement est fait, il est fait. C'est sûr que même en hiver, s'il y a de l'ombre, voilà, ça reste toujours moins intéressant parce que le soleil participe au réchauffement de la ruche, donc c'est quelque chose qu'on prend en compte. Mais voilà, ne fais pas ce déplacement. En ce qui concerne la deuxième question, où je dis qu'il ne faut plus nourrir à partir d'octobre sur du nourrissement 70-30 ou de toute façon même du sirop, hein, peu importe le pourcentage. Tu me demandes avec quoi tu dois nourrir puisque là toi tu es dans le Var et que les réserves sont moyennes. Eh bien si tu es dans le Var qui a encore une très belle arrière-saison, pousse un petit peu le nourrissement après ça. Maintenant il faut voir aussi au cas par cas par rapport à tes colonies, est-ce qu'elles ont attaqué les abeilles d'hiver, la population, le stock de nourriture, quelles vont être les dernières ressources alimentaires qu'elles vont avoir aussi à disposition. Nous c'était le lierre là jusqu'à il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est toutes ces informations là qu'il faut prendre pour adapter ce que nous à la fabrique qui pique et ou sur d'autres blogs, chaînes YouTube, informations que tu peux avoir. Il faut adapter ça en fait à ton emplacement. Donc après, eh bien, il faudra contrôler ces réserves de nourriture et en cas de besoin, après sur la période hivernale, nourrir au candy. Question de Dan Daniel 55 qui nous demande est-ce qu'il est possible de différencier les abeilles d'été des abeilles d'hiver? Alors visuellement parlant, comme ça se joue à très peu de choses. L'abeille d'hiver a surtout plus de corps gras, voilà, avec d'autres éléments. Donc d'un point de vue visuel, en sachant qu'en plus tu n'es pas censé ouvrir les ruches l'hiver, voilà, il y a très peu de choses qui vont te permettre de les différencier. Sauf si après voilà, tu as une ruchette vitrée et que tu essayes d'observer un petit peu ce qui se passe, mais voilà, c'est pas le plus flagrant à proprement parler en termes visuels d'un point de vue visualisation. Question de Marie Ourier qui me demande pourquoi est-ce qu'il y a des ruches infestées de varroa alors que certaines qui vont être juste à côté n'en ont quasiment pas. Alors eh bien il y a différents facteurs. Déjà le premier c'est l'aspect hygiénique
de ta colonie. Est-ce que les abeilles, eh bien, elles s'épouillent, elles font le nettoyage? Est-ce qu'elles luttent contre le varroa, hein, voilà, tout simplement en s'épouillant, en le faisant tomber à l'extérieur de la ruche si tu as des planchers aérés? C'est vraiment le premier critère. Après, les différences aussi, ça va être est-ce que ta colonie est faible ou pas? Est-ce qu'elle a des maladies? Alors, issu potentiellement du varroa ou pas, mais voilà, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce que la population est suffisante? Est-ce que eh bien, son positionnement est bien fait? Est-ce qu'elle ne perd pas de temps plutôt à chauffer la colonie parce qu'elle sera à l'ombre que de faire le nettoyage? Voilà, il y a différents cas de figure, il y a différents paramètres. Il n'y a jamais un seul paramètre qui va décider de est-ce que ta colonie l'est infestée ou pas. À savoir que voilà, vraiment le principal par rapport à ça, c'est vraiment eh bien, la caractéristique de l'abeille à être hygiénique ou pas, nettoyeuse ou pas. Question de Asensio Pascal qui me demande est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait calmer les piqûres d'abeilles, parce qu'il n'est pas maso non plus, mais bon, ça fait pas que du bien. Alors, il y a différentes choses. Déjà, tu as le plantain, qui est une plante que tu peux utiliser lorsque tu te fais piquer. Tu en prends plusieurs feuilles, tu les froisses, tu fais une petite boule avec et tu viens frotter directement sur la piqûre. Donc déjà ça, on va dire... évite le gonflement, voilà. Alors la douleur après à proprement parler, ça te la supprimera pas, mais ça peut éviter tout ce qui va être gonflement, démangeaison. Après, à ce qu'à voir aussi, c'est que le venin d'abeille il est thermolabile, donc c'est-à-dire qu'il se dissout avec la chaleur. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait avoir comme un briquet, oui, mais il faut faire attention, sinon une eau très chaude que tu viens en fait au niveau de la piqûre faire passer cette eau. Alors pareil, j'attire vraiment votre attention si vous faites ça, que ce soit avec un briquet, de l'eau chaude, des choses comme ça, vraiment de faire attention à la brûlure, parce que si c'est pour diluer le venin mais ressortir avec des cloques, c'est pas la peine. Donc voilà, en soi, moi je te donne mon exemple, je ne réagis plus aux piqûres d'abeilles, j'y réagissais encore il y a quelques temps, mais je ne réagis plus actuellement. Et quand je me fais piquer, ça fait toujours aussi mal. Même si j'utilise du plantain, des choses comme ça, voilà, pour essayer d'atténuer un petit peu. La piqûre reste la piqûre, donc tu as toujours cette sensation de douleur lorsque tu te fais piquer qui se diffuse avec le temps qui part. Mais non, il n'y a pas quelque chose qui te supprime la douleur et que tu ne sens pas la piqûre. Malheureusement, quelque chose à inventer, à créer peut-être, à chercher, à noter. Petit conseil. Question de Jago qui me demande eh bien qu'il a une parcelle de tournesol à proximité de ses ruches. Il voulait savoir déjà est-ce qu'il pouvait faire du miel de tournesol, et deux, est-ce que tous les tournesols étaient mellifères. Alors oui, tu peux faire du miel de tournesol. Nous, on en a en vente sur le site de la Fabrique Hippique via un apiculteur partenaire eh bien, qui lui fait du miel de tournesol, voilà. Donc ça c'est tout à fait possible pour ta première question. Et pour la deuxième, est-ce que tous les tournesols sont mellifères? Je te dirais potentiellement que non, en fonction de est-ce que la plante a été transformée génétiquement ou pas. De base oui, mais maintenant à voir ce que tu as dans le champ de planter, peut-être que ça pourrait jouer sur l'aspect mellifère de la plante. Une question de Zenhead qui me demande eh bien, comment gérer les trappes à pollen sur les colonies. Il a 4 ruches sur lesquelles il avait positionné 2 trappes à pollen sur 2 ruches. Et voilà, il ne sait pas si ça a entraîné de la dérive ou pas, et comment les installer, à quel moment et la période. Alors si tu l'installes, voilà, fais-le plutôt voilà, printemps, été on va dire. Maintenant sur la régularité de la pose, je te conseille de le faire 24 heures et ensuite de laisser 2 voire 3 jours sans utiliser ta trappe à pollen pour pas qu'il y ait de carence en pollen en pleine saison pour ta colonie, ce qui ferait que tu auras des problématiques au niveau de ton développement du couvain. Donc voilà, vraiment à utiliser avec parcimonie. Maintenant, est-ce que tu l'utilises sur une, 2 ruches ou tout ton rucher? Oui, le fait d'utiliser la trappe à pollen potentiellement peut poser un peu des désagréments aux abeilles pour entrer dans la colonie, parce que voilà, elles doivent passer par ce petit trou. Maintenant, est-ce que tu dois le faire sur les 4 ruches? Ça dépend de la quantité que tu as envie de récolter. Vu que tu vas le faire un jour sur 3, on va dire, voire 4, eh bien potentiellement tu peux mettre une trappe à pollen sur tout le monde, et au moins tout le monde est logé à la même enseigne au moment de la récolte de pollen. Je viens de finir de traiter les questions d'il y a 2 semaines sur laquelle j'avais pas pu faire la vidéo, et donc on passe sur les questions de cette semaine avec Roland Isidore qui nous dit qu'il a discuté avec un vieil apiculteur qui lui a dit de faire attention au miel de lierre, puisque le miel de lierre apparemment cristalliserait très vite et il serait difficile à consommer par les abeilles. Donc il lui dit voilà de faire gaffe à ça, et il voulait mon avis.
Alors déjà deux choses, si on prend le miel de printemps qui cristallise aussi très vite, lorsque tu l'extrais de ta ruche, il n'est pas cristallisé, il est liquide. Pourquoi? Parce que la température de la ruche, là où sont les abeilles, eh bien, fait que le miel ne cristallise pas de par la température de la ruche. Alors là tu peux me dire ok, elles sont en grappe, donc il va y avoir des endroits où la colonie peut-être ne réchauffera pas la ruche. Oui, mais lorsque la grappe va se déplacer en fait dans la ruche pour consommer le miel, ça va le réchauffer. Donc même si dans le cas de figure où il serait encore cristallisé, deuxième point, lorsque tu donnes du candy aux abeilles, si je ne me trompe pas, c'est pas liquide. Le candy est solide, hein, c'est comme une pâte à modeler. Même si tu le laisses à l'extérieur, il devient très dur, okay, comme une cristallisation, et les abeilles le consomment. Elles arrivent à le consommer sans souci. Donc pour moi, le miel de lyre n'est pas une problématique, c'est surtout une ressource alimentaire de fin de saison essentielle pour complémenter les réserves des colonies. Donc pour moi, pas d'inquiétude là-dessus. Après, ça reste que mon avis personnel, encore une fois. Donc voilà. Question de Emilio Lefort qui me demande, eh bien, est-ce que si on a trop de cadres de couvain de mâle dans la colonie, là, au niveau de l'hivernage, est-ce que il faut les supprimer? Voilà. Alors, potentiellement, non, ça dépend de l'état de ton cadre. Après, si tu as vraiment beaucoup de cadres avec du couvain de mâle dessus, tu peux en retirer un. Maintenant, ça dépend ce qu'il y a encore dessus. Est-ce que, là, en ce moment, tu n'auras plus de couvain, mais est-ce que tu as beaucoup de nourriture ou pas? C'est un cadre que tu peux mettre derrière la partition pour faire récupérer la nourriture et le supprimer. On l'a fait sur certaines ruches, nous ici, celles qui étaient potentiellement avec un peu trop de couvain de mâle. Maintenant, deuxième question, tu me disais, est-ce que les abeilles vont pouvoir modifier les cellules la saison prochaine s'il y a trop de couvain? Non, les abeilles, elles ont construit du couvain de mâle, donc l'année prochaine, ça restera sur du couvain de mâle. La seule chose qui fera qu'elles feront d'autres cellules, mais en ouvrière, c'est que tu fournisses un cadre vierge, voilà, avec ou sans cire gaufrée, en fonction de ta pratique. Apparemment, tu es sur amorce de ce que tu me disais, donc tu leur fournis une amorce et elles vont bâtir. Elles vont pas faire la modification. Après, la seule chose qui ferait qu'elle change ça, c'est si la teigne vient manger la cire et détruire entre guillemets ce cadre de cire de couvain de mâle. Alors après, toi, c'est pas ce qui est recherché au niveau de la ruche, donc c'est toi qui devras faire le renouvellement, mais elles ne changeront pas les cellules une fois bâties. Question de Gilbert Dellison qui me demande, eh bien, il est en ruche TBH, donc c'est Top Bar Hive, donc c'est un équivalent de la ruche kenyane ici, mais en anglais, qui nous dit eh bien, que lors d'une visite, les barrettes étaient collées, en les décollant, il a cassé des cellules où il y avait du miel. Comment éviter ça? Voilà. Alors, si tu as cassé quelques cellules, que ça soit en kenyane, en varé, en dadan, ça arrive, c'est pas grave, faut pas casser le cadre ou la barrette complète, là ça serait dommage. Après ça arrive des fois d'écraser une cellule ou deux avec du miel dessus. Bon, les abeilles elles vont aller là-dessus, elles vont récupérer le miel ou réoperculer la cellule, donc pas d'inquiétude. Je vois pas de choses particulières à te proposer là-dessus, sauf de faire vraiment attention à tes manipulations, d'être plus doux, plus attentif aussi lorsque tu manipes. Voilà, c'est les seules choses qui permettront d'éviter que tu abîmes des cadres ou des barrettes lors de tes visites. Gilles Timonier nous demande si on fait du picking et jusqu'à quelle période. Alors oui, on fait du picking. Pour ceux qui sont intéressés, l'année prochaine, on a une formation sur l'élevage de rennes qui arrive, donc avec ou sans picking, hein, en fonction des vidéos que vous verrez aussi arriver sur le début de la saison prochaine et sur ce que vous avez pu commencer à voir cette saison. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description juste au-dessus pour ceux qui veulent revoir ou la voir. Donc oui, on fait du picking en fonction de ce qu'on veut faire. Et jusqu'à quelle période? Ça dépend de ton secteur, ça dépend de la météo, ça dépend de différents paramètres. Est-ce qu'il y a aussi présence de mâles ou pas en nombre assez conséquent dans les colonies pour pouvoir faire la fécondation des reines? Voilà, c'est différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. En général, on arrive à faire du picking en fonction jusqu'à à peu près début juillet, voilà, sans trop forcer. Après, c'est ce que je te dis, ça dépend de différents paramètres. On pourrait aller plus loin en picking et on pourrait s'arrêter avant aussi en fonction potentiellement des conditions climatiques et
des mâles disponibles. Une question de Pascal Bilot qui a une ruche sur laquelle il a laissé 2 emplacements vides. Les abeilles ont construites sur le couvre-cadre, donc elles se sont fixées vraiment sur le couvre-cadre, elles ont fait une construction libre et donc il ne sait pas trop comment faire avec ça, comment les récupérer. Alors malheureusement il n'y a pas 15 000 solutions, il va falloir prendre un cadre du modèle de la ruche, d'Adam, Langstroth, varier en fonction de ce que tu as et couper les fils que tu as, prévoir au moins 3 à 4 élastiques, ok, et donc tu vas sectionner la partie haute de la cire et récupérer surtout, vraiment surtout la partie couvain que tu vas venir intégrer dans le cadre et sur lequel tu vas mettre les élastiques tout simplement pour maintenir la cire sur le cadre en attendant que les abeilles bâtissent le reste du cadre et qu'elles viennent fixer les cires sur le cadre, les cires qui ont déjà été bâties que tu vas transférer sur ce cadre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder, c'est la façon la plus simple. Après, s'il reste du miel, des choses, surtout du miel ou un peu de pollen sur le couvre-cadre, tu sectionnes, tu râtes. Si tu veux manger un morceau, tu en manges un morceau, c'est super bon. Sinon, tu le mets dans le nourrisseur, tu écrases un petit peu tout, tu mets dans le nourrisseur et les abeilles vont venir récupérer le miel pour le remettre dans la colonie. Question de Ella Viellermain qui date un petit peu au niveau de ses questions, qui me demandait quelle différence entre un cadre de cire gaufrée et un cadre de cire étiré. Donc le cadre de cire gaufrée, c'est juste un cadre avec la cire gaufrée au milieu, juste la feuille en fait, et le cadre étiré, c'est que les abeilles elles ont été sur le cadre et qu'elles ont tiré en fait la cellule, la cire. Alors pareil, un cadre étiré, tu peux aussi l'avoir sans avoir de feuille de cire gaufrée, puisque tu peux laisser une bâtisse libre et elles étirent un cadre. Voilà, c'est là la différence entre un cadre de cire gaufrée et un cadre étiré. Ensuite, tu me dis que tu as des problèmes avec le fait de monter dans la hausse, donc c'est une question qui date d'un petit peu, qu'on a repris. Elles ont des difficultés à monter dans la hausse et tu me dis est-ce que je dois mettre des cires gaufrées. C'est pas parce qu'il y a des cires gaufrées qu'elles vont monter plus facilement dans la hausse, loin de là. Il y a différents paramètres dont je parle sur la vidéo, pourquoi mes abeilles ne montent pas dans la hausse. Donc je te laisse revoir la vidéo, il y a toutes les explications à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, je te réitère, la cire gaufrée ne fera pas monter tes abeilles dans la hausse. Dernière question de Vivi qui me demande est-ce qu'il faut nourrir aussi les abeilles l'été. Alors, certains apiculteurs font du nourrissement, pas 365 jours par an, mais quasiment. Tu peux nourrir tes abeilles le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Il faut nourrir tes abeilles, moi ça c'est mon avis, il faut nourrir tes abeilles dans le cas de figure où elles ont une disette, un problème de nourriture. Peu importe l'époque de la saison, si tes colonies meurent de faim, il faut complémenter. Ça peut être en hiver, ça peut être au printemps, surtout avec cette année là où la saison a été très compliquée. Nous on a fait des nourrissements fin avril, début mai, donc on avait des stocks de miel qu'on a transformé en sirop, enfin bon voilà, on a nourri, on a complémenté. Il faut nourrir tes colonies dans le cas de figure où vraiment il y a une disette. Après voilà, il y a certains apiculteurs qui font des nourrissements de stimulation, voilà. Nous on pratique pas, on laisse la colonie se développer. Après s'il y a des colonies qui se développent moins bien que d'autres, on essaye d'équilibrer les colonies, ok, mais voilà, sans stimulation à proprement parler, on laisse faire la nature. Donc voilà, en tout cas au niveau de ta question du nourrissement, oui tu peux nourrir à toute étape de l'année. Maintenant c'est pourquoi tu nourris et pourquoi tu le fais. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu as des questions, aussi laisse-les nous en commentaire en dessous des amusettes, on y répondra la semaine prochaine. Encore une fois, merci à vous de nous suivre, merci de votre confiance. Désolé pour la semaine dernière, je n'ai pas pu poster la vidéo des amusettes, mais voilà, j'ai rattrapé les questions de la semaine dernière et de cette semaine, ce qui fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que j'ai répondu à tes questions, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ce qui montre à YouTube que l'on fait un travail de qualité et au plaisir de t'accueillir lors d'une formation prise en charge via ton CPF ou pas, lorsque tu le désires. Allez, à très vite, ciao ciao.